La révolte des moutons. Une fable pour petits et grands, aux éditions Le Jeu de Lettres. Auteur, Christophe Itier. On dit souvent que chaque être humain ressemble à un animal. L'astrologie s'appuie en partie sur ce concept pour définir les différents types de personnalités. J'ai écrit ce récit en partant de cette idée, mais pour raconter cette histoire, je me suis limitée à 4 animaux, chacun possédant une forte symbolique. Ici, les animaux représentent en caricature différents types de groupes dans la population, mais aussi et surtout des états d'esprit observables chez tout être humain à divers moments de sa vie selon son niveau de conscience. Ce récit a pour but d'essayer d'amener une réflexion sur le comportement humain depuis des temps anciens à nos jours, d'apporter un éclairage nouveau sur l'origine des problèmes que l'humanité rencontre, un point de vue qui malheureusement est rarement pris en compte. Première partie. Dans un pays vivaient des loups, des renards et des moutons. Leur vie était simple, les moutons mangeaient l'herbe, les loups mangeaient les moutons, et les renards se partageaient les restes. Il faut dire que les moutons, il y en avait beaucoup. Se reproduisant à vive allure, un de plus ou un de moins, cela ne faisait pas une grande différence. D'intelligence fort moyenne, personne parmi nos herbivores ne trouvait à redire à cela. C'était ainsi depuis tellement longtemps que nul n'imaginait qu'il en soit autrement. Chez les moutons, seul le groupe comptait. L'individu n'avait en lui-même que peu d'intérêt. De plus, les loups, s'attaquant toujours aux plus faibles d'entre eux, les moutons avaient vu là une occasion de maintenir la qualité de la race, voire son développement. Ce sacrifice consenti permettait aussi de limiter leur nombre et de garantir ainsi une surface de pâturage des plus confortables. Certes, vivre constamment dans la peur d'être le prochain sur la liste était le prix à payer. Mais que pouvait-il y faire? De nature docile et ne possédant ni les griffes ni les dents aiguisées des loups, l'idée même de défier ces derniers ne leur était jamais venue à l'esprit. Les loups, quant à eux, n'avaient point de prédateurs. De ce côté-là, ils étaient tranquilles. Un système hiérarchique des plus rudimentaires guidait la meute. Le plus fort du groupe commandait, les autres obéissaient. Bien sûr, il n'était pas facile de rester au sommet. Constamment, de jeunes loups aux dents longues tentaient leur chance, et combat après combat, un jour ou l'autre, il fallait abdiquer. De plus, l'alliance avec les renards rendait l'exercice de pouvoir plus complexe. Ces derniers, d'une imagination fertile, possédaient aussi une intelligence redoutable. Le fait qu'ils aient été de taille plus petite que les loups les avait obligés, pour survivre, à réfléchir davantage, car à une époque lointaine, les loups tuaient les renards sans merci. Au fil du temps, les renards, fins stratèges, avaient mis leurs prédateurs en difficulté, et ces derniers avaient dû revoir leur position. Cet épisode s'était terminé par une alliance des deux familles. Après tout, il y avait assez de nourriture pour tous, inutile de s'entretuer pour rien. Le pacte accordait aux loups la souveraineté du territoire, les renards concédaient à les seconder moyennant d'être nourris en conséquence. Le résultat de ce contrat eut pour effet de modifier l'équilibre jusqu'alors instauré. En effet, jusqu'ici les renards, de par leur taille, ne s'intéressaient nullement aux moutons, trop gros pour eux. Ils préféraient consommer à leur menu ras et lapin. Leur relation avec nos amis laineux était polie, voire amicale. Il n'était pas rare de voir un renard dormir parmi les moutons, profitant ainsi de la chaleur de leur toison. Mais la nourriture facile que leur fournissaient les loups changea la donne. Dorénavant, les renards se servirent de leur bon rapport avec les ovins pour les tromper et les entraîner dans des pièges dont aucun ne réchappait. Ce stratagème dura un certain temps, car les renards, jouant à critiquer les loups en présence de nos herbivores, se faisaient passer pour des amis porteurs de bons conseils. Les moutons, confiants de nature et profondément naïfs, admiraient ces êtres si sûrs d'eux. Ils aimaient écouter leurs histoires, enviant leur éloquence. Mais le nombre croissant de disparitions les troubla sérieusement. Et certains se mirent à douter des propos rassurants de leurs amis à la queue touffue. Ils avaient observé que ces derniers étaient devenus fort gras, et que parfois
leur gueule laissait échapper des relents familiers. De plus, les regards bienveillants qui leur avaient connus semblaient à présent remplis de convoitise. Ils firent part de leurs doutes à leur groupe, mais personne ne voulut les entendre, tant ils étaient fascinés par le verbe des renards. Cependant, les disparitions s'accentuèrent à tel point que nul mouton ne put continuer à fermer les yeux. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais quoi? Curieusement, c'est un événement insolite qui leur apporta le salut. Un jour, les moutons virent débarquer des animaux incroyables du jamais vu de mémoire de mouton. Ils ressemblaient à un rocher posé sur 4 troncs d'arbres. Une sorte de grosse queue et au milieu de leur tête séparaient 2 longues dents et 2 gigantesques oreilles aussi larges qu'un mouton. Ces monstres avançaient lentement à travers la prairie sans se préoccuper de nos observateurs ébahis. La venue de ces êtres jeta un grand trouble parmi les loups et les renards. D'où sortaient-ils? Que voulaient-ils? Étaient-ils une menace? Soucieux de répondre à ces questions, ils dépêchèrent un groupe de jeunes loups téméraires, les chargeant de ramener un maximum d'informations. S'aventurant près d'un membre solitaire du troupeau, nos jeunes le suivirent pendant plusieurs jours, l'observant sous toutes ses coutures, se rapprochant si près de la bête que, quoi qu'elle fût, elle ne pouvait ignorer leur présence. Pourtant, nul signe agressif n'émana d'elle. Elle passait son temps à arracher avec sa drôle de queue des touffes d'herbe qu'elle engloutissait paisiblement, sans se soucier le moins du monde de ce qui se passait autour. Au bout d'un certain temps, rassurés, les loups se dirent qu'après tout, ce n'était peut-être qu'une sorte de mouton dont ils ignoraient l'existence, bien plus gros certes, et dénué de laine, mais tout aussi inoffensif. Devant cette montagne de viande, ce garde-manger géant, cette promesse d'orgie, leur dernier doute vola en éclats, ils attaquèrent. La bataille fut courte, en moins de 5 minutes, 4 loups avaient péri, 3 écrasés sous les énormes pattes du colosse, le 4e, lui, s'était vu projeté à plus de 10 mètres du sol par l'étrange queue et avait mal supporté la chute. Les 2 survivants, après s'être rendus compte que leurs dents n'avaient que peu d'effet sur la peau épaisse de l'animal, détalèrent sans demander leur reste, la queue entre les jambes. De retour dans leur meute, ils firent un rapport des plus apocalyptiques de la situation. Jamais, au grand jamais, dans l'histoire des loups, ils n'avaient rencontré pareil adversaire. L'émoi fut tangible au sein du groupe. Si la panique fut évitée, c'est grâce à l'intelligence d'un renard qui, avisé, avait noté à l'écoute du récit que la bête ne les avait aucunement importunés avant qu'elle ne fût attaquée, ce qui était rassurant. Après tout, cette réaction de défense était normale. Maintenant que l'on savait ces animaux dangereux, il suffisait de les laisser tranquilles le temps que l'on trouve un moyen de les évincer. Ces paroles, si pleines de bon sens, rassurèrent les loups qui chargèrent les renards de mener l'enquête. Au moment où les loups s'étaient jetés sur l'éléphant, car vous l'aviez deviné, ces soi-disant monstres étaient des éléphants, bien loin de chez eux certes, mais des éléphants tout de même. Des moutons avaient assisté à la scène. Dire que ce qu'ils virent les étonna serait bien en dessous de la vérité. Affolés, excités, exaltés, ils coururent vers leurs compagnons raconter l'extraordinaire scène à laquelle ils avaient assisté. Les moutons écoutèrent avec attention le récit, mais beaucoup eurent du mal à envisager pareille chose. Ce n'est qu'après s'être rendus sur le lieu du combat et avoir vu les corps qu'ils réalisèrent enfin l'ampleur de l'événement. Un éléphant avait tué 4 loups en moins de 5 minutes, alors qu'il ne possédait ni dents aiguisées ni griffes. Foi de mouton, il n'avait jamais vu pareille chose, ni envisagé que l'on puisse se défendre sans l'armement adéquat. Un silence songeur s'installa parmi le troupeau.
Soudain, des idées fusèrent. Un animal dit « Faisons de ces titans nos champions. Demandons-leur de nous protéger des loups. » « Non, répondit un autre, point de protecteur. Dites-moi, mes frères, ne sommes-nous pas aussi gros qu'eux quand nous formons la troupe? Nos têtes sont solides et nos sabots font mal. Seuls, nous sommes faibles, mais tous ensemble, nous sommes forts. » D'autres encore. « Il a raison, plutôt que de nous enfuir à la moindre attaque, laissant les plus faibles à la merci des loups, faisons front, mettons les plus faibles au milieu du troupeau et chargeons l'ennemi tous ensemble. Assommons-les de nos crânes et piétinons-les de nos sabots. Oui, cela suffit, il y a trop longtemps que les loups nous persécutent. Nous sommes 100 fois plus nombreux qu'eux. Rallions tous les troupeaux de la plaine et passons à l'attaque. Tuons les loups! Tuons les loups! Tuons les loups! La clameur montait du troupeau. Leur peur millénaire faisait à présent place à une rage sans fin. Quelques renards, çà et là, tentèrent de raisonner le troupeau, sans toutefois trahir leur imposture. Mais il était trop tard, c'en était trop. La rancœur était à son comble. Les moutons criaient vengeance. Les renards furent indécis sur la posture à adopter. Certains voyaient là l'occasion de se débarrasser de leur soumission au loup. D'autres craignaient de perdre leur avantage et de devoir à nouveau chasser le lapin, au risque de ne plus manger à leur faim tous les jours. Le temps qu'ils se décident, les moutons rassemblés en masse donnaient la charge aux loups. Quand ces derniers virent des milliers de moutons foncer sur eux, tête baissée, ils n'en crurent pas leurs yeux. Le temps qu'ils réagissent, une centaine de corps poilus et disloqués jonchaient le sol. On pouvait discerner dans leur regard un mélange de frayeur et d'ahurissement. Beaucoup moururent sans comprendre vraiment ce qui s'était passé. Les rares survivants se réfugièrent dans la montagne, dans des endroits difficiles d'accès à nos ovins vengeurs. L'annonce de cette victoire, sans précédent, se répandit comme une traînée de poudre, et en moins d'une semaine, les 3/4 des loups de ce pays étaient passés de vie à trépas. Bien sûr, certains s'étaient battus vaillamment, et leur ruse avait causé un certain nombre de victimes parmi les moutons. Mais ces derniers étaient si nombreux que les loups restants avaient battu en retraite et rejoint leurs frères dans la montagne. La fête de la victoire dura quelques jours. Les moutons dansaient, sautaient, jouaient, broutaient à s'en faire péter la panse. L'euphorie passée, la vie reprit son cours quotidien avec toutefois une différence de taille. Plus aucun prédateur à craindre, plus de stress, juste le plaisir de brouter en toute tranquillité. Les moutons cherchèrent par la suite à communiquer avec les nouveaux arrivants. Ceux-ci s'avérèrent être des compagnons fort appréciés, d'une intelligence raffinée et d'une délicatesse extrême malgré leur taille. Les éléphants apprirent aux moutons qu'il était possible de vivre en groupe tout en ayant de la personnalité, que celle-ci devait être mise au service de tous et non son contraire, que des périodes de solitude étaient propices à la réflexion et amenées vers l'autonomie, que l'on pouvait être aimé tout en étant ferme sur certains points. Bref, nombre de concepts complètement nouveaux pour nos ovins. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux les trouvaient assez extravagants et dérangeants. L'autonomie, la solitude, ce n'était pas leur nature, mais leur réflexion d'ailleurs. Cependant, quelques-uns tentèrent d'appliquer cette nouvelle philosophie à leur vie, avec beaucoup de mal d'ailleurs. Les habitudes avaient la vie dure. Mais avec le temps, ils gagnèrent en force et en intelligence, et tout naturellement devinrent les chefs de file des troupeaux. Il s'ensuivit une période faste et heureuse, où la paix et l'harmonie régnaient en maître. Mais les loups n'avaient pas dit leur dernier mot. Depuis leur défaite, ils cherchaient un moyen de redevenir les maîtres du pays, retrouver le confort d'antan. Faut dire qu'à présent, leur vie était moins souriante, se nourrissant tant bien que mal de petits animaux chassés çà et là, et parfois, coup de chance, d'un mouton égaré. Les disputes étaient quotidiennes, et la tension palpable au sein des meutes. Il n'était pas rare que les loups s'entretuent pour une peau de lapin. Personne n'osait encore s'aventurer vers la prairie, de peur que les moutons, dépassant leur handicap, montent jusqu'à leur repère.
Quelques renards restés fidèles venaient régulièrement raconter ce qui se passait en bas. Les nouvelles d'émancipation des moutons déplurent à la jante canine. Il fallait réagir, et vite. Sinon, c'en était fini d'eux. C'est encore un renard qui leur apporta le salut, exposant un plan machiavélique qui fit renaître l'espoir chez nos quadrupèdes poilus. Ce plan tournait autour de 2 axes. Affaiblir l'adversaire en le divisant, puis le rendre dépendant des instances légitimes, c'est-à-dire des loups. S'ils voulaient redevenir les maîtres de ce pays, étant donné leur petit nombre, ils devaient faire preuve d'une grande finesse, déployer toutes leurs ruses afin de s'employer à déformer la vérité, semer le doute et la confusion chez ces attardés d'herbivores, comme ils aimaient à les appeler. Les loups avaient une carte maîtresse, les renards. Grâce à eux et à leur perfidie, il était tout à fait possible de reprendre leur place dans la pyramide animale. Ne symbolise-t-il pas le summum de l'intelligence animale? Ce n'étaient pas quelques bouseux à col blanc qui allaient dicter leurs lois, fussent-ils des milliers. Leur première action fut d'éloigner les éléphants et leur fan-club de la masse ovine. Pour ce faire, les renards qui avaient su garder les grâces des moutons se rendirent auprès d'eux pour leur tenir les propos suivants. « Mes amis, mes frères, depuis la débâcle des loups, vous êtes les maîtres de ce pays et nous en sommes heureux. La paix et la tranquillité règnent dans nos contrées, mais cela va-t-il durer? J'entrevois un réel danger planer au-dessus de vos têtes, un danger sournois que je veux dénoncer à présent. Vos soi-disant amis, les éléphants, vous paraissent inoffensifs et d'un abord débonnaires, mais ne voyez-vous pas le jeu qu'ils jouent? Regardez comme ils mangent votre herbe. Une seule de ces bêtes engloutit dans la journée le repas de 20 moutons. 20 moutons, ce n'est pas rien. Il est vrai qu'aujourd'hui nous avons assez d'herbe pour tous. Mais demain, qu'en sera-t-il? Ces animaux-là n'ont rien à craindre de vous. Ils sont grands et forts et n'ont cure de vos sabots. Qu'arriverait-il si l'herbe venait à manquer? Croyez-vous qu'ils se restreindront pour vous? Il est aisé d'être courtois avec moins fort que soi. Mais cette courtoisie cache du mépris. Croyez-moi, au moindre problème, ils n'auront guère de sympathie pour vous. Vous ont-ils aidé à chasser les loups? Non. Ils n'ont rien fait, alors que cela leur était facile. Comment expliquez-vous ce comportement? Ne voyez-vous pas comment ils vous incitent à quitter vos croyances pour les leurs? Je vous le dis. Derrière leur masque de gentillesse se cachent des êtres égoïstes qui profitent de votre bonté. Ils mangent l'herbe, votre herbe, celle de vos enfants. Ce discours éloquent eut l'effet escompté, et malgré les paroles rassurantes des chefs de groupe stipulant que toutes ces allégations ne tenaient pas debout, le mal fut fait. Le doute s'installa au sein des troupeaux, la peur ressortit de sa cachette. En quelques jours, tout le pays en parlait. Des divisions se créèrent un peu partout. Il y avait ceux qui étaient pour que les éléphants partent, la majorité, et ceux qui étaient contre. On accusa les chefs de trahir le peuple, des combats éclataient partout, attisés par les paroles des renards. La tension était à son comble, on s'acheminait vers une guerre civile. Conscients des problèmes qu'ils généraient, les éléphants décidèrent de partir vers d'autres contrées afin de mettre fin aux querelles. Cet acte de sagesse n'éveilla pas le doute dans l'esprit des opposants. Au contraire, ils virent là la confirmation de leurs propos. Les éléphants fuyaient de honte, du fait que l'on ait découvert leur vrai visage. Ils fuyaient comme des voleurs pris sur le fait. L'absurdité de ce raisonnement ne vint en rien troubler l'esprit rageur de nos ovins. Même quand, écœurés devant de tels propos, une bonne partie des partisans des mastodontes partirent à leur suite dans leur exode, faisant don avec une ironie mêlée de pitié de leur part d'herbe si convoitée. À partir de là, tout s'accéléra très vite. Les renards, redevenus les seuls conseillers reconnus, firent instaurer des lois afin de prémunir les moutons contre une hypothétique pénurie, traitant les exilés d'hypocrites et de menteurs. Ils affirmèrent qu'au bout d'un certain temps,
ils reviendraient sur leur décision et qu'avec l'aide des éléphants, les exilés exigeraient leur dû plus les intérêts et qu'en conséquence, une frontière devait être créée et gardée par une armée chargée de défendre le territoire. Sur ce, on dépêcha une commission spéciale chargée de trouver un moyen de repousser ces éventuels envahisseurs. Les jours qui suivirent, les renards firent remarquer que certains moutons broutaient plus d'herbe que d'autres, et qu'en vertu de la notion d'égalité, cela devait cesser. On morcela donc le pays en parcelles de surface équitable, une par mouton. Rapidement, ce découpage s'avéra problématique. Les limites des territoires étaient assez floues, il n'était pas rare d'assister à des disputes entre voisins, chacun accusant l'autre de brouter son herbe. De plus, si un mouton voulait rendre visite à un ami, il devait traverser bon nombre de parcelles et il valait mieux pour lui qu'il court vite. S'accoupler ou élever plusieurs agneaux devenait tout aussi problématique, la surface de parcelle n'ayant été calculée que pour un seul ovin. Bref, on décida de remettre tout à plat et d'essayer autre chose. Le pays fut redécoupé en parcelles plus grandes, chacune attribuée à un troupeau, à chaque groupe de décider ce qu'il en ferait. Un chemin commun à tous permettait aux groupes de communiquer entre eux et de s'inviter mutuellement. Cette dernière éventualité ne fit pas long feu. Chaque groupe trouvant l'herbe plus verte chez son voisin, on cessa de s'inviter pour éviter les disputes. Un principe de valeur fut instauré au sein du troupeau pour déterminer la surface d'herbe qui revenait à chaque membre. Il apparaissait maintenant évident qu'un mouton capable de rendre des services au groupe grâce à ses talents méritait plus que celui qui n'avait rien à proposer. Être mouton n'était plus un statut suffisant pour prétendre à sa parcelle. Il fallait avoir une utilité quelconque au groupe, un savoir utile. C'est ainsi que l'on vit apparaître différents types de moutons. Les moutons guérisseurs, capables de reconnaître l'herbe qui soigne. Les chercheurs d'eau, flairant les sources souterraines. Les tondeurs, délestant les moutons de leur laine en été, à coups de dents. Les gardiens, les rapporteurs, les inventeurs. Ceux qui ne savaient que faire étaient bien embêtés. Mal vus du troupeau, ils en étaient à la longue chassés. Ils se retrouvaient à errer sur les routes et chercher refuge dans les montagnes, finissant comme invités d'honneur chez nos amis canidés. Car ne l'oublions pas, les loups de leur caverne menaient le jeu. Comble de l'ironie, on avait même fait appel à eux, faute d'avoir trouvé une idée valable pour défendre le territoire. Les renards avaient mis en valeur le fait qu'ils étaient les plus compétents en ce domaine et qu'ils désiraient se repentir de leurs actions passées. Ils auraient, d'après nos fiefés menteurs, inventé une arme capable de repousser les éléphants. Il fallait que la mémoire des moutons soit faible, tout comme leur capacité de discernement pour accepter pareille chose. Mais tous ces changements soudains avaient affaibli leur jugement. En les éloignant de leur nature, les loups avaient gagné leur pari. On pouvait à présent voir ces derniers, par groupes de 10, vadrouillant sur les chemins parmi les moutons, réglant les litiges et les disputes de plus en plus fréquentes, le sourire à la gueule. Ils en avaient du mal à se contenir, à se retenir d'égorger ces moutons si dodus, si goûteux, mais le jeu en valait la chandelle. Sans combat, tout en douceur, ils gouvernaient à nouveau le pays. Personne ne contestait quand on les voyait emmener un mouton récalcitrant à leur poste de garde, même s'il n'en ressortait jamais, ce qui était courant. Des lois de plus en plus absurdes leur ramenaient bon nombre de moutons désespérés, perdus. La frontière était bien gardée, ceux qui tentaient de la passer dans un sens ou dans l'autre ne pouvaient pas s'en vanter. La vie était devenue bien triste. Beaucoup se prenaient à regretter leur vie d'antan, le temps où l'herbe appartenait à tous, où les rangs sociaux, le travail n'existait pas, où l'on pouvait brouter à son aise à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, danser, sauter, discuter joyeusement. Comment on en était arrivé là? Qu'est-ce qui avait dérapé? Parfois, on pouvait apercevoir sur des rochers
Les moutons fixaient l'horizon comme s'ils espéraient voir la forme majestueuse de ces êtres qu'ils avaient bannis. Leur regard semblait dire « Revenez, chers éléphants, revenez, je vous en prie, délivrez-nous de nous-mêmes. » Les années passèrent et la vie des moutons devint de plus en plus dure. Les jeunes générations, qui n'avaient pas connu l'époque de la grande révolte, s'y adaptaient plus ou moins. Mais les anciens, ceux qui gardaient le souvenir de leur vie passée, étaient au bord du désespoir. Désespoir d'autant plus grand qu'il leur était interdit d'en parler à quiconque, sous peine d'emprisonnement. Certains sujets étaient tabous, et les renards veillaient à ce qu'il le reste. Ils avaient instauré un subtil système de surveillance, reposant essentiellement sur la dénonciation. Dénoncer autrui donnait droit à des avantages non négligeables, et bon nombre de moutons, de par leurs conditions de vie difficiles, cédaient à la tentation. Du coup, chacun se méfiait des autres, et bien qu'intérieurement beaucoup aspiraient au retour à leur ancienne vie, personne n'osait prendre dans ce climat de délation le moindre risque. C'est au moment où cette aspiration devint plus intense qu'il se produisit un phénomène curieux. Fin de la première partie. Dans la deuxième partie, une nouvelle épreuve attend les moutons. Vous découvrirez le secret que les éléphants vont leur révéler, un secret qui les libérera définitivement de leur domination par les loups.